Bonjour. Alors, en cette période de confinement, je vous fais une petite vidéo qui récapitule les points importants à retenir du chapitre. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, nous avons commencé le chapitre sur la géothermie, dernier chapitre de géologie. Nous avons vu dans un premier temps les différentes formes d'énergie géothermique. Pour ça, vous avez étudié 4 sites, Meaux, Soultz, Bouillante et Krafla, qui correspondent à différents contextes géodynamiques. Ici, vous voyez que les conditions dans chacun de ces domaines ne sont pas les mêmes et permettent de récupérer quand même de la chaleur géothermique, mais sous forme d'énergie différente. On a la possibilité de récupérer dans des formes de très basse énergie, c'est-à-dire au niveau des aquifères, comme on peut le voir sur ce schéma récapitulatif. Il s'agit de sources d'eau profonde qui vont être chauffées dans les zones sédimentaires à des températures pas très élevées, mais qui permettent tout de même d'avoir un chauffage à la surface. On a également des sources d'énergie beaucoup plus élevées, qui vont être dues à, comme ici pour le fossé rhénan, une remontée de l'isotherme 1300 degrés à cause d'un rifting qui a lieu. Ce rifting va a même permis à un moment donné la formation de magmatisme. Ça n'est plus le cas, mais on a quand même un résidu de chaleur qui se trouve ici avec des grandes failles qui permettent d'injecter de l'eau à grande profondeur et donc de récupérer une eau très fortement chauffée. On a également des énergies très très hautes, de très très haute température, comme ici pour Bouillante, où en fait la centrale se trouve à proximité d'une chambre magmatique, et donc l'eau qui s'infiltre à proximité est chauffée très rapidement à faible profondeur. Pour Krafla en Islande, c'est exactement le même principe. On a un magmatisme très important à faible profondeur, donc les moindres failles qui permettent l'infiltration d'eau récupèrent une eau très très chaude. Vous avez dû remarquer que pour Krafla, on était sur une dorsale, donc magmatisme de dorsale, normal, mais en plus, on a une source de chaleur qui provient des profondeurs qui est très importante et qui correspond à un point chaud qui remonte, qui s'accumule en plus de la dorsale. D'où un volcanisme encore plus important. On peut également noter le cas de Yellowstone, vous l'avez dans votre livre, page 243. Yellowstone est également le cas d'un point chaud. Vous avez étudié l'année dernière le cas du point chaud de l'Himalaya. Si on regarde pour Yellowstone, donc là Yellowstone se situe ici. Si je fais un zoom un peu plus important, on a notre zone active qui se situe sur ce cercle, mais si on regarde un petit peu plus loin, on voit des cratères d'anciens volcanismes qui sont éteints, répartis sur la croûte continentale un peu plus loin. Donc ça montre bien qu'on a la croûte qui a subi un déplacement au-dessus de ce point chaud qui vient des profondeurs. Les points chauds, il y en a plusieurs, comme je vous le montre sur cette carte, et qui peuvent être à l'origine d'énergie géothermique importante. Donc voilà pour cette première partie. Dans la deuxième partie, notre objectif est de se concentrer sur l'origine du flux géothermique. Dans un premier temps, c'est une origine radioactive qui nous intéresse. Donc là, vous deviez calculer la quantité d'énergie libérée par chacune des couches de la Terre, c'est-à-dire croûte continentale, croûte océanique, manteau et noyau. On voit que la concentration en éléments radioactifs est beaucoup plus importante dans la croûte continentale et la croûte océanique que dans le manteau et le noyau. Pourtant, si on fait le calcul en fonction de la masse totale de chacune de ces couches, eh bien on va se rendre compte que l'élément qui dégage le plus d'énergie est le manteau, puisque c'est lui qui fournit 70,3% de l'énergie par désintégration des éléments radioactifs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on a une radioactivité qui est présente certes partout, mais c'est le manteau qui va fournir la majeure partie de cette énergie, puisque c'est lui qui est présent en plus grande quantité. À retenir également que
enfin à retenir, à noter, parce que c'est pas au programme de terminale, mais c'est quand même bon de le savoir, une grosse source d'énergie qui est également dégagée au centre de la Terre provient du noyau, mais elle ne va pas, ou assez rarement, arriver jusqu'à la surface. En fait, vous avez vu l'année dernière que le noyau ici était composé en deux parties, la partie externe qui est liquide et la partie interne qui est rigide. Le noyau externe liquide, lorsqu'il refroidit, cristallise, formant ainsi des particules rigides et qui se concentrent au centre pour donner le noyau solide qu'on appelle la graine de la Terre. Cette cristallisation dégage une très grande source d'énergie. Donc cette énergie libérée au cours de cette cristallisation dans le noyau, en fait, est récupérée directement par le noyau externe pour ralentir sa vitesse de refroidissement et donc pour ralentir sa cristallisation. Ainsi, on a un maintien de cette chaleur interne de la Terre au niveau du noyau liquide parce qu'on a une cristallisation qui maintient, qui dégage de l'énergie qui permet de ralentir ce refroidissement. Mais cette énergie est rarement dégagée jusqu'à la surface. Alors justement, le problème suivant, c'est on a notre source d'énergie interne, on sait d'où elle vient, mais comment est-ce qu'elle fait pour arriver jusqu'à la surface? Donc dans l'activité 3, vous avez un modèle qui vous a été représenté pour vous rappeler un petit peu les différentes formes de transfert d'énergie que vous avez déjà vues en physique-chimie. Il s'agit de la conduction et de la convection. Pour rappel, très rapidement, vous avez une petite modélisation de ce type qui montre bien que la conduction, c'est un transfert de chaleur sans déplacement de matériaux, alors que la convection, elle, va amener un transfert de matière pour pouvoir faire diffuser cette énergie. Lequel de ces deux contextes va être le plus efficace? Ça va donc être grâce à une petite modélisation analogique qu'on va pouvoir mettre ça en évidence. On a premièrement un bécher avec de l'eau qui a donc la capacité, c'est un matériau qui a la capacité de bouger. On va donc pouvoir simuler une diffusion de chaleur dans un milieu dans lequel on peut avoir de la convection. Et puis une barre de roche qui, elle, est un milieu qui n'est pas mouvant, n'a pas cette capacité de déplacement des particules de la même manière en tous les cas. Et donc on va simuler ici la conduction. Pour ce faire, on va chauffer à une extrémité de chacun de ces matériaux et puis on va prendre la température à des distances bien précises pour mesurer le gradient de chacun d'entre eux. Donc pour ça, on utilise Excel. Vous avez la possibilité de faire le graphique correspondant à ces deux résultats. On obtient ce type de résultat. La courbe rouge pour les fluides, la courbe verte pour ce qui était rigide. On a donc une modélisation de la convection en rouge, une modélisation de la conduction en vert. J'ai également tracé les courbes de tendance pour chacun de ces résultats et j'ai affiché les équations pour chacune de ces droites. Alors, le coefficient directeur de ces équations correspond à la température en fonction de la distance. Par conséquent, ça correspond au gradient. Et on se rend compte de quoi? Eh bien, dans le modèle de convection, on a un gradient qui est très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a peu de différence de température par unité de distance. Donc ça veut dire que ma température est extrêmement bien conservée. Donc on a une conservation de l'énergie qui est importante. Par conséquent, on a un transfert d'énergie qui va être efficace. Dans le cas d'une courbe, ici de la courbe rigide, on voit quoi? Un gradient qui est beaucoup plus important. Si le gradient est important, ça veut dire qu'on a un gain de température, mais aussi, si on va dans l'autre sens, une perte de température qui va être importante par unité de distance. Par conséquent, on a une conservation de l'énergie qui est beaucoup moins efficace. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que la convection est un transfert d'énergie très efficace,
mais le gradient va être faible, alors que la conduction va avoir un transfert d'énergie qui va être beaucoup moins efficace, avec un gradient qui sera plus élevé. Alors, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, on voit ici le gradient présent calculé dans les différentes couches grâce à des points précis d'études en laboratoire et des ondes sismiques que vous avez étudiées l'an dernier. Si on regarde ces différentes variations des températures, on voit que dans le noyau externe, on a un gradient qui va être faible, puisqu'on a une température qui évolue assez lentement par rapport à la distance traversée. On est donc sur un modèle de convection. Au niveau de la limite noyau-manteau, on a une zone de conduction importante, puis dans la majeure partie du manteau, on va se situer, enfin dans toute la partie du manteau, on va se situer dans un modèle de convection, très efficace jusqu'à 670 km, et dans le manteau supérieur, on a un peu moins efficace. Et par contre, dans la zone à partir de 150 km, c'est-à-dire dans la lithosphère, on se trouve sur un modèle de conduction. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la lithosphère permet une diffusion de l'énergie par conduction, alors que dans le manteau, on a une diffusion d'énergie par convection, c'est-à-dire par déplacement de matière. Ça va nous permettre de mettre en évidence l'origine de la tectonique des plaques. On va faire le lien entre les dégagements d'énergie interne et la tectonique à la surface. Pour ça, vous aviez un schéma à faire et on peut étudier, grâce à Tectoglobe 3D, différentes zones. Ici, on est sur une zone de subduction. On voit bien qu'on a un matériau froid qui pénètre à l'intérieur de la sténosphère. Donc, on a un matériau froid descendant. Dans des zones telles qu'une dorsale, ici, on va avoir un matériau chaud qui se trouve à cet endroit-là. Matériau chaud, densité moindre, on va donc avoir une remontée de matériel à cet endroit-là, ce qui permet déjà de visualiser une cellule de convection. Zone qui descend dans certains secteurs, zone de flux qui remonte dans d'autres secteurs. Ici, si on reprend le fossé rénant dans lequel on est sur une zone de rifting, on voit bien qu'on a une remontée de notre zone de notre flux qui va avoir lieu. Et dans des zones comme Hawaï, ici, on a des zones de remontée de points chauds qui viennent de très très grande profondeur, contrairement aux autres. Le schéma qu'on peut alors faire est celui-ci. Au niveau des zones de subduction, on a des descentes de matériaux froids qui va alors engendrer la cellule de convection qui va faire par la suite remonter les matériaux chauds au niveau des zones de dorsale. Et si on veut compléter ce mécanisme, en fait, certains scientifiques diraient que ces cellules que l'on vient de décrire auraient lieu uniquement dans la partie asténosphère, c'est-à-dire dans le manteau supérieur. Dans le manteau inférieur, on aurait par contre des cellules beaucoup plus anarchiques. Les points chauds seraient des remontées de magma à des profondeurs plus importantes qui traverseraient, quoi qu'il en soit, les zones de convection, les cellules de convection. Mais on aurait toujours une descente de matériaux au niveau des zones de subduction et une remontée au niveau des zones de dorsale ou de rifting, avant que la dorsale ne se forme, comme on l'a vu dans les précédents chapitres. Voilà, en espérant que ça a été clair et que ce chapitre est acquis. Je vous mettrai des exercices pour que vous puissiez vérifier si vous avez bien compris tout ça.